Eh bien, je joue depuis que j'ai 15 ans. J'ai découvert le jeu de rôle un peu par hasard en achetant un livre dans dans une ludothèque, Donjons& et Dragons 3.5. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé des joueurs avec qui créer des aventures. Je suis devenu le MJ en fait rapidement et pendant maintenant j'ai 35 ans, donc 20 ans après, j'ai continué à jouer, à faire jouer mes joueurs, des gens que je porte chèrement à mon cœur. J'ai développé ensuite des tas et des tas de scénarios, mais mon propre univers dans Donjons& et Dragons. Puis j'ai regardé, comme beaucoup d'autres rôlistes, d'autres grands jeux, du Vampire, du Cthulhu, du Hearthstone, énormément. Et en fait, la petite différence, c'est que comparé à d'autres, c'est que j'ai commencé à construire en fait une bibliothèque de jeux de rôle, une véritable bibliothèque dans laquelle je voulais récupérer tous les titres. Tous les grands titres de jeux de rôle, ceux de qualité, ceux qui sont très connus ou moins connus, mais qui peuvent avoir en fait une variété d'univers, puisque j'escompte bien initier mes fils, qui ont aujourd'hui 4 et 2 ans, mais quand ils seront plus grands, leur faire découvrir le jeu de rôle et jouer en famille avec ma femme, moi et les deux. Et donc en fait, leur proposer un vaste choix d'univers, un vaste choix de système de règles, un vaste choix de types de jeux, en fait, tout simplement, et plein de scénarios. Et en fait, c'est un peu de là qu'est née mon envie ensuite d'écrire un jeu de rôle. C'est à force non seulement de jouer énormément, de masteriser, d'écrire des tas et des tas de scénarios, de décrire mes univers, mais aussi, c'est en ingurgitant toute cette connaissance, tout ce savoir holistique, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années de ce que j'aimais véritablement dans le jeu de rôle, de ce que j'appréciais, de ces petites pointes qui faisaient pour moi l'épice du jeu de rôle. Et j'ai petit à petit aussi posé de côté tout ce qui me déplaisait et j'ai créé ainsi en fait le cadre, le noyau qui deviendrait. Mmh. Bah écoute, super. Tu en as déjà un petit peu parlé sur le pourquoi du comment, mais donc là, tu nous as parlé plus de ce qui t'a donné envie d'écrire. Mais alors, sans rentrer pour l'instant dans l'univers, vu qu'on va y venir après, comment est-ce que tu as conçu le jeu de rôle? Est-ce que tu t'es inspiré justement des autres choses? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est né de tout ce que tu as pu jouer comme jeu et tu t'es dit, tiens, je vais imaginer quelque chose de zéro, etc. C'est quoi l'histoire du jeu de rôle en lui-même, avant qu'on parle de l'univers? Mmh. Moi, je pense qu'on est un peu tous faits de la somme des connaissances qui nous est propre. Et consciemment ou pas, j'ai pioché dans tous les univers, clairement. Mais en fait, en lisant, je me suis rendu compte qu'il y a des types de jeux de rôle que j'appréciais particulièrement. Ceux qui décrivaient une très grande cité, complexe, avec des tailles, des quartiers, des factions, des liens, de la politique, un monde criminel, beaucoup de choses. Et je pense en particulier, par exemple, à Samarande pour Nightcrawler, pour vous donner juste un exemple, où l'on a une gigantesque, tentaculaire cité dans laquelle on peut jouer pendant des années. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme on disait juste avant, que ce que j'aimais, c'était les univers urbains. Je préférais largement un univers urbain avec son exploration, ses enquêtes, ses, ces problématiques propres à la politique, à la religion et autres qui pouvaient se résoudre à l'intérieur d'une cité, plutôt que de vagabonder dans un donjon en ruine à l'extérieur, dans les grands pâturages. Après, c'est juste mon choix, hein, bien sûr. Et en Mhm. fait, depuis très longtemps, j'ai des idées très fortes, des choses extrêmement fortes pour un jeu de rôle que j'ai mis petit à petit, comme ça, sur une sorte de liste mentale. Et arrivé un jour, en fait, je me suis rendu compte que cette liste me décrivait un jeu de rôle. Un jeu de rôle, non pas que d'un point de vue moteur de jeu, avec les règles que j'appréciais et celles que je ne voulais pas voir, mais aussi un univers de jeu. Et en fait, cette construction s'est fait vraiment très lentement, par étapes, sur une dizaine d'années. Mais mais la véritable rédaction de l'univers a commencé en mars 2000. On est en 2020, donc mars 2021. Et en Mhm. fait, mars prochain, lors du financement, il y aura mis 2 ans. Le jeu de rôle aura été mis 2 ans pour être écrit, relu, corrigé, maquetté, tout ça. Mais il est en gestation depuis une dizaine d'années. Mhm. Et en Alors, fait, tu nous parles de l'univers, justement, on va rentrer un peu plus dans le détail.
Tu nous parles d'une cité dans laquelle tout se passe, mais c'est quoi exactement l'univers? Est-ce que c'est une cité médiévale fantastique avec des elfes, des trolls? Est-ce qu'on est dans du futuriste? C'est quoi exactement l'univers du jeu? Donc nous sommes, avec Argyropé, dans de la Renaissance fantasy, urbaine, et on pourrait même dire de la low fantasy. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle qui se passe dans un cadre un peu schématisé, un petit peu fantasmagorique de la Renaissance européenne. Donc c'est-à-dire que ça va piocher sur l'ensemble de la période Renaissance, l'inventivité, toutes les créations, toutes les révolutions sociales, les révolutions culturelles, les révolutions intellectuelles et scientifiques, pour les amalgamer dans une grande et unique cité. Donc cette cité, c'est de la Renaissance fantasy. Il faut imaginer les grandes maisons en pierre, à colombage. Il faut imaginer aussi donc tout ce qui est toit de tuiles ou avec tavaillon. Il faut imaginer les rues pavées avec du verre, beaucoup de verre partout, le fer qui commence à faire son entrée sur les balconnades. Il y a des montgolfières qui traversent la cité. Il y a énormément de créations en fait. Et cet univers, donc l'univers d'Argyropé, comme je le dis, c'est de la low fantasy. On va se trouver dans un univers où il n'y a que des humains. Il n'est possible de jouer que des humains, il n'y a que des humains dans cet univers, même si d'autres choses un peu étranges existent, mais néanmoins, la cité, c'est 99,99% d'humains, et le reste, c'est simplement des légendes. Et cette low fantasy se traduit aussi par une présence de la magie, mais une magie qui est totalement différente de celle qu'on connaît et qu'on utilise typiquement dans le médiéval fantastique. Tu citais par exemple les typiques nains, trolls et autres, eh bien, dont non seulement il n'y a pas ces races, il n'y a pas d'elfes, de nains et autres, mais il n'y a pas non plus la magie inhérente à coups de boules de feu, d'invocation de démons et autres. On va être dans un univers qui est beaucoup plus subtil, plus nuancé, plus doux. Mais je pense que ce qui est surtout très différent de la plupart des jeux de rôle qui ont été bâtis sur un univers cité, eh bien, c'est l'optimisme. C'est un jeu de rôle et une cité qui est optimiste. La cité d'Argyropé est le parangon de la civilisation de l'univers dans lequel on joue. C'est-à-dire qu'elle s'est élevée grâce, entre autres, à des ressources argentifères qui sont sous la colline qui sous-tend la cité d'Argyropé. Et l'argent, pour une fois, parce que je voulais faire un univers qui était justement coloré, optimiste, comme je le dis, qui allait vers le progrès. L'argent n'a pas été mis pour la guerre, l'argent n'a pas été mis pour la religion, l'argent n'a pas été mis pour le faste et le stupre. Au contraire, le gouvernement de cette cité, depuis plus de 200 ans, a investi massivement dans la culture, dans l'art, dans la science, la médecine et le social. On va se retrouver dans un univers qui va proposer un cadre de jeu beaucoup plus clair que ce que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes inondés par de la dark fantasy, et j'adore ça. J'adore jouer dans Samarande. Mais au bout d'un moment, à force de trucider toutes les personnes que je croise et de me faire trahir toutes les 14 secondes, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'un univers où l'on pouvait faire quelque chose, où on pouvait créer et baser des scénarios sur l'art, la philosophie, la science, ou même la diplomatie, le commerce, sans que ce soit juste un jeu de qui va mettre une dague dans le dos en premier de l'autre. Donc, le jeu est donc d'un naturel assez optimiste et donc fait la part belle en fait à cette humanité qui progresse. C'est un univers dans lequel, par exemple, l'homme et la femme sont égaux en droit depuis longtemps. C'est une question qui n'existe plus, qui ne se pose plus. L'éducation est non seulement obligatoire jusqu'à 12 ans, mais elle est gratuite. Il y a aussi des corporations et des syndicats qui protègent les travailleurs. Il y a en fait énormément de progrès social qui est rentré en jeu. Par contre, ça ne veut pas dire que dans cet univers, tout est blanc et rose. Pas du tout. Comme ici, il y a toute une nuance de gris. Personne n'est parfaitement blanc, personne n'est parfaitement noir. On a tout un panel de sentiments, d'émotions et de couleurs qui existent. Et en fait, eh bien, on va avoir des choses beaucoup plus nuancées. Et chaque personne un peu méchante que l'on va croiser, même si le mot méchant est complètement désuet ici, eh bien, chaque personne, chaque antagoniste aura des raisons propres d'être un antagoniste à ce moment-là, puisqu'il a, lui, des bonnes raisons personnelles de le faire. L'univers, donc, si je peux continuer un petit peu, mais surtout, arrête-moi si je déborde. Hein. Non, vas-y, vas-y. Le premier des livres qui décrit l'univers et les secrets est très épais, donc je vais pas tout faire. Hein. Mais il faut savoir donc que vous jouerez
à Argyropé. La cité, donc sur sa colline gigantesque, un fleuve qui passe et qui l'irrigue, plus une plaine verdoyante très 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 fertile, qui va jusqu'à l'orée d'un bois, à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Et c'est tout. C'est tout ce que l'univers va vous décrire. Pour une bonne et simple raison qui est intrinsèque à l'univers de jeu, qu'on va appeler la mélancolie, on en rediscutera plus tard, mais les joueurs ne pourront jamais, jamais quitter la cité d'Argyropé et la plaine fertile, s'arrêtant aux frontières de Bois-la-Lune. Ainsi, on va se retrouver dans un univers qui ne décrit que sa cité, et on va nommer d'autres cités du grand empire qui l'entoure, mais jamais on ne pourra aller jusque là-bas, tout bonnement parce qu'on ne peut pas voyager aussi loin à cause de cette mélancolie. On a donc un univers qui est très vaste, mais dont une seule toute petite portion est décrite volontairement. Et c'est cette description, cette cité, qui occupe les 260 pages du premier livre de règles. 260 pages. Alors, je vais juste prendre une question qui a été posée par Max, où tu peux admirer cette magnifique photo de lui comme s'il était surpris. Il te demandait, y aura-t-il mention d'autres cités, nations, mais tu en as parlé. Donc Alors, apparemment oui, mais on ne je- pourra pas y accéder, si j'ai bien compris. exactement. Alors en fait, il y a d'ailleurs mention d'autres cités, puisque le continent sur lequel se passe enfin dans lequel se trouve cet univers, pardon, s'appelle Velanidias. Eh bien, il appartient à une unité politique qui s'appelle le Grand Empire, qui siège dans la cité impériale de Léomiesto. Et on va avoir comme ça du nom avec des petites descriptions des personnes, de l'empereur, de l'armée impériale, de ce qu'elle fait. Et Argyropé est une cité qui appartient à ce grand empire. Un grand empire qui est d'ailleurs en paix, puisque l'ensemble du continent a été pacifié politiquement, non pas dans le sang, mais plutôt par les accords, la diplomatie et le commerce. Mais il reste une partie du continent qui n'a pas été explorée encore. Qu'importe, il n'y a que ce continent qui est nommé, il en existe d'autres, on y fait extrêmement faiblement mention dans le livre de base, d'autres continents, mais ça ne concerne même pas du tout ce jeu. Mhm. Il faut savoir que les personnages ne pourront pas sortir de la cité, cité qui est tentaculaire, je le répète. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on joue une partie et on a tout vu. Loin de là. Il y a 91 quartiers différents, tous décrits les uns après les autres, avec des lieux d'intérêt, avec leurs spécificités, avec des PNJ, avec tout ça dans le livre. Non, non, il y a 91 quartiers répartis sur des couronnes autour de la colline et dans la colline, puisque la colline a été creusée, excavée au fur et à mesure des centaines d'années, des siècles, pour chercher les filons d'argent, ce qui fait qu'il y a de nombreux quartiers dans la colline. On va avoir un jeu qui se situe à l'extérieur et à l'intérieur. On a l'extramonde, l'inframonde, et tout ça forme Argyropé. Et le Grand Empire, lui, peut tout à fait rentrer dans Argyropé. Les voyageurs peuvent venir à Argyropé, mais ils sont soumis à une limite propre, encore une fois, qui est expliquée au travers des secrets du jeu, de cette mélancolie qui commence à faire effet au bout de quelques jours seulement lorsqu'on se trouve à Argyropé. Ainsi, le commerce est rapide et possible, et donc on peut avoir d'autres membres du Grand Empire qui viennent commercer ou faire d'autres choses dans la cité. Mhm. Alors, je te propose de continuer sur le système de jeu. On est dans un JDR, donc on a forcément un système de jeu. Comment ça se passe exactement pour définir les réussites, etc. Est-ce qu'on est sur du D10, du D20? Ça fonctionne comment? Alors j'ai fait moi-même mon moteur de jeu. Tout bonnement, parce que, comme on le disait juste avant, j'ai au fur et à mesure en fait déterminé ce que j'aimais, ce que j'appréciais, ce que je ne voulais pas dans les règles. Et je souhaitais des règles qui soient simples, rapides d'exécution, mais qui soient pour ceux qui, comme moi, ont beaucoup de bagages, d'une certaine subtilité qui fait qu'on peut y jouer pendant des dizaines et des dizaines d'heures et découvrir justement des petits points qui permettent d'enrichir le moteur de jeu. Ce moteur de jeu, donc dans son expression la plus sobre, fonctionne avec un carburant, le dé de 10. Un seul dé de 10 sert à résoudre l'intégralité des problèmes que l'on va avoir. Vous n'allez pas lancer 2 dés de 10 plus un dé de 4 plus 20. Non, non, un dé de 10. Ce dé de 10, en fait, il est lancé avec la particularité qu'on va véritablement utiliser le dé de 10 du JDR. Vous savez, celui qui va de 0 à 9.
Et on prend toujours le 0 comme étant 10? Pas du tout. Dans Argyropé, le 0 est un 0. Ainsi, vous pouvez faire 0 à votre dé. Et en fait, vous avez à voir, lorsque vous lancez votre dé, vous ajoutez ensuite la compétence, 32 compétences différentes qui décrivent l'intégralité du jeu. 32 compétences, donc vous prenez la compétence qui est associée à ce que vous voulez réussir, vous ajoutez son bonus, et vous regardez sur quoi vous tombez, quel chiffre. Vous avez un continuum. Le 0, ça va être l'échec critique. De 1 à 7, c'est l'échec. 8, 9, un succès partiel avec conséquence. 10 à 14, un succès normal. Et 15 et plus, on a un succès franc critique. Donc en fait, on a un continuum et il n'y a pas besoin de mettre de jeu dans ce cas-là presque. Le joueur dit qu'il décide par exemple d'exécuter une grande valse lors d'une réception aristocratique afin de charmer quelqu'un. Eh bien, il décrit son action, il lance son dé et il continue. Il sait déjà, il regarde son dé, il sait où il se situe sur le continuum de réussite et il continue son action. J'ai essayé de minimiser le temps de réponse, le petit tac-tac qu'on a avec le maître de jeu, pour que justement l'action soit la plus fluide possible. Et c'est la même chose pour les combats. Les combats vont pas s'encombrer à quelle est la classe d'armure de l'ennemi. Est-ce que je le touche avec un 14? Non. Vous le faites votre test de combat avec l'une des 3 compétences de combat, attaque à distance, attaque au combat rapproché ou RIX, c'est-à-dire se battre salement avec les poings ou avec un tesson de bouteille. Et vous savez déjà si vous touchez. Ça, tout va très rapidement en fait. Il faut ensuite ajouter que dans le moteur de jeu, eh bien, il y a beaucoup de petites subtilités, comme je l'ai dit. En particulier, votre personnage. Le personnage que vous allez incarner, on y reviendra plus tard, eh bien, il a un métier, ou plusieurs métiers. Métiers comme forgeron, paveur de rue, aristocrate, boulanger, tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, ce personnage va ajouter son bonus de métier lorsqu'il tire une compétence. Seulement si l'action en cours concerne sa compétence. Par exemple, vous avez un joueur, donc un joueur qui incarne un boulanger. Et il est en train d'enquêter sur le bris de glace qu'il y a eu derrière le moulin dont il connaît la personne, on va dire le meunier. Il enquête sur le bris de glace qui est derrière, il voit que les sacs ont été éventrés. Il va faire un test de, par exemple, détection pour savoir s'il voit des indices quelque part derrière les sacs ou dans la farine ou quoi que ce soit. Eh bien, vu qu'il est boulanger, dans ce cas-là, il va ajouter son bonus de personnage, son bonus de métier. Alors que quelqu'un qui sera serrurier, lui, ben, il connaît pas la farine, il connaît pas le type de grain, il connaît pas les moulins, donc il saura pas aussi bien chercher que l'autre. Et en fait, votre personnage va être défini par, entre autres, son métier, et le métier va apporter des bonus supplémentaires. Je me permets, je mouche, je vous demande pardon, je suis encore une fois assez malade. Pas de souci, tu as le droit de te moucher. Alors, est-ce qu'au niveau du système de jeu, tu nous as tout partagé? Oh non, oh non. Le système de jeu, en fait, eh bien, je vais revenir sur plusieurs points, si tu me le permets, hein. Oui, Le vas-y. système de jeu, par exemple, eh bien, prend en compte la magie. Et dans Argyropé, la magie, tout le monde y a accès. Étant donné, votre personnage, comme je viens de vous le dire, ça peut être un boulanger. Mais il n'y a pas de personnage il n'y a pas de métier magicien. D'ailleurs, le mot magicien n'est pas utilisé dans ce jeu de rôle. Mais vous n'avez pas de personnage avec un métier de magicien, d'arcaniste. Non. Tout le monde dans Argyropé est capable de manière innée d'utiliser la magie. Ainsi, tous les personnages peuvent décider, quand ils le veulent, d'utiliser les quelques expressions magiques qu'ils possèdent. Et la magie est une composante qui est essentielle et pourtant très discrète. La magie va être classée en 11 domaines différents. On va avoir le domaine de la magie naturelle, faune, flore et toxines, tout ce que le corps produit. On va avoir la magie élémentaire qui est extrêmement habituelle, eau, air, feu, terre, et la magie industrielle, l'électricité, le métal, le verre et le textile. Et en fait, on a 13 comme ça
C'était pas 4, 11? 4, 4, 11, pardon, oui. C'est moi qui fais un mauvais calcul. 4, 4 et 3, 11. On a 11 domaines de magie et chaque personnage va être défini en fait par ses humeurs, sur son tempérament et on y viendra quand on comment créer un personnage. Mais globalement, vous allez avoir des humeurs qui vont déterminer quel type de magie vous pouvez avoir et vous avez des sorts, un certain nombre de sorts au début et vous pourrez gagner de ces sorts plus tard. On ne les écrit pas, on ne les apprend pas, ils se développent naturellement puisque la magie dans Argyropé est une magie qui se veut très nuancée, très personnelle. La magie ne peut jamais être lancée sur quelqu'un. La magie ne peut être que lancée sur soi ou à la rigueur sur un objet pour modifier quelque chose de l'objet et la magie s'évapore. Ainsi, la magie ne peut pas être stockée. Vous ne pouvez pas avoir une épée plus 4 de feu qui lance des éclairs. Vous ne pouvez pas avoir une baguette dans laquelle vous allez reproduire un sort de contrôle animal. Ça n'existe pas. Par contre, la magie, c'est sur vous. Ça va être des magies qui vont vous améliorer, qui vont vous permettre de faire des choses. La magie est personnelle. Et encore une fois, jamais vous ne lancerez de boule de feu. Jamais vous n'invoquerez un démon, comme je le disais. Par contre, vous pouvez tout à fait partager le sens d'un animal, mettons. Vous pouvez modifier la forme du verre pour le rendre friable. Vous pouvez changer la coupe d'un habit. Vous pouvez jouer avec les textures, avec beaucoup de choses. Vous pouvez Bref, le système est énorme. Il y a plus de 200 sorts qui sont proposés et cette magie, en fait, donc tout le monde y a accès. Tout le monde peut le faire. Et comment est-ce que enfin, oui, comment est-ce qu'on va lancer cette magie? Grâce à une particularité très forte d'Argyropé et de son moteur de jeu, le panache. Le panache, ce sont des points journaliers que l'on récupère en dormant 8 à 10 heures, enfin 6-8 heures peut-être même, dans un bon lit. Le matin, on se réveille et le personnage acquiert du panache. Ce panache, ça représente juste notre fougue naturelle, notre énergie à réaliser des choses un peu folles dans la journée. Et tout le monde n'a pas la même dose de panache, vous, moi. Là, je suis malade, mon panache il est très réduit, clairement. Eh bien, ce panache va être une sorte de couteau suisse dans Argyropé. Vous voulez lancer un sort? Vous n'avez qu'à utiliser un point de panache. Ça va créer une petite étincelle, enfin une petite lumière très légère qui va en fait montrer que vous utilisez un sort, mais tout le monde a le droit d'utiliser ce sort, tout le monde en a, et vu que les sorts ne sont pas par définition offensifs, personne ne va rien vous dire. Mais si vous voulez supprimer cet effet lumineux, pour par exemple faire fondre une serrure, dans une activité un peu malhonnête, vous pouvez lancer un deuxième point de panache pour réprimer en fait cette lumière. On voit déjà, par exemple, qu'un personnage qui a envie de se la jouer au roublard arcaniste va utiliser plus de points de panache pour arriver à ses fins, pour être discret. Mmh. Alors qu'un personnage qui a envie juste de faire de la magie pour d'autres activités, eh bien, on utilisera naturellement plus parce qu'il n'en aura que faire d'être visible. Ce panache peut être utilisé aussi pour réussir, augmenter la valeur du dé d'un test pour obtenir un succès. Donc, aller plus haut sur le continuum de succès. Mettons que le personnage soit poursuivi par la garde. Pour une raison, il a fait fondre la serrure, cambriolé une maison de bourgeois et il est parti avec une bouteille d'un vin inestimable. Il court sur un toit d'une maison à encorbellement et arrive au bout du toit, un précipice de 4 mètres pour ensuite, qui tombe dans la rue, et plus loin, un toit terrasse. Le personnage décide de lancer un test de compétence, il fait ça tout seul, il lance son dé de 10, il ajoute son bonus ici, d'athlétisme pour essayer de sauter comme un chat gracile de l'autre côté. Il fait 6 sur le total. Raté. Eh bien, il peut utiliser son panache pour augmenter la valeur du dé de 2 points et réussir son action de manière partielle, à la condition que sa description soit augmentée. À ce moment-là, le personnage, le joueur, va expliquer de quelle manière son personnage va sauter par-dessus le bord du toit, faire un vol plané, se réceptionner sur le ventre sur le toit terrasse, se casser une côte, faire une roulade sur lui-même, se relever pantelant, crachant du sang un coup par terre et repartir d'une petite foulée. Il fait ça tout seul, il utilise son panache pour magnifier son action et la réussir. Et l'on voit donc que les personnages dans ce système de jeu
peuvent tout accomplir. Ils peuvent se décider d'être purement arcanistes, purement utiliser leurs compétences, faire un peu entre les 2, se la jouer plus discrète et ainsi de suite. Et le panache peut être utilisé à encore d'autres petites subtilités. Comme je vous le dis, il y a plein de petites choses qui s'additionnent, mais je vous laisserai le découvrir plus tard. Alors, tu as parlé justement de personnages. Tu nous disais que dans ton univers, 99 des personnages sont des humains. Oui. C'est quoi exactement ce qu'on va pouvoir, retrouver ou en tout cas créer comme personnage? Est-ce que c'est lié justement au métier dont tu nous parlais, c'est ça? Ce sont des humains et en fait, tu vas choisir le métier de ton personnage? Alors, oui, mais pas exactement comme ça. À la différence de la plupart des jeux de rôle qui nous demandent de choisir une race, nous demandent de choisir une classe, puis de choisir ensuite un armement, puis de mettre des points de compétence. Ici, on va dérouler le fil de la création de personnages totalement différemment. On va d'abord fixer ce qui fait le personnage, son être lui-même. Le personnage va être d'abord défini par quelques données anthropométriques absolument standards, âge, taille, poids, sexe, ce genre de choses. Et ensuite, on va définir, comme je le disais, des humeurs. Le personnage, donc le joueur, pardon, va dire, bah, je voudrais incarner quelqu'un qui soit, donc on va lui demander 2 humeurs principales, minimum, qui va d'ailleurs guider son roleplay. Je voudrais être un personnage qui soit, allez, curieux, mais un peu maladroit. Eh bien, il existe dans les livres, le livre de règles, le deuxième livre d'Argyropé, des listes très grandes, en fait, où il y a ces adjectifs. Et à côté, un petit chiffre. Eh bien, on a ces 2 adjectifs, on voit les petits chiffres qui y sont associés. Ça permet de déterminer que ces 2 humeurs sont associées à la magie du verre et à la magie des toxines. Et donc, la personne sait que, en naissant de manière innée, alors qu'il vient vraiment, il vient de passer sa première minute de vie, il a déjà accès à ces 2 domaines de magie. Puis, on va ensuite déterminer de manière innée les compétences. Donc, on va tirer aléatoirement des points de compétences que l'on va répartir dans les 32 compétences qui vont montrer ce dont on est naturellement doté. Moi, par exemple, je ne sais pas dessiner. Je n'ai aucun talent pour les arts graphiques. Clairement, quand j'ai fait ma feuille de personnage, bah, j'ai pas eu de chance. Mon tirage aléatoire ne m'a pas donné de points dans le graphisme, du tout, dans les arts. Dommage. Mais par contre, bah, peut-être que je suis plus doué sur d'autres choses. À partir de là, le personnage va évoluer et en fait, on va définir ensemble, eh bien, son environnement socio-culturel. On va définir en fait comment il se construit, pas à pas avec les années. Ça va passer par l'éducation, donc bah, les compétences que l'on commence à construire, puis le choix, l'apprentissage d'un premier métier après 12 ans. Ce métier va être libre dans le choix, à condition bien entendu qu'un enfant de 12 ans, dans un univers Renaissance européenne fantastique, puisse le faire. À 12 ans, on ne devient pas préfet de la garde, bien entendu. Mais on peut devenir apprenti meunier, on peut rester dans les études, on peut tout à fait devenir braconnier, ce genre de choses. Et en fait, le personnage va évoluer. Il va définir ensuite, il va lui-même mettre un certain nombre de compétences, donc 50 points à répartir dans les compétences sur les 32, et il va comme ça construire son personnage. Puis, il va ensuite décider s'il se spécialise encore un peu plus dans son métier. Donc, il va passer de, je sais, donc profane sur un métier, mettons donc apprenti meunier. Il est profane. Puis donc, il passe véritablement apprenti. Puis, il peut devenir compagnon, maître ou virtuose avec le temps. Et avec ça, en fait, les compétences vont être complètes. On va avoir toutes les compétences, tous les points qui vont être répartis. Et ces points vont ensuite, avec ces 32 compétences, ces points vont déterminer tout le reste de la feuille de personnage. Ça va déterminer le poids transportable, ça va déterminer les points de vie, l'initiative lorsqu'il va y avoir une phase de combat, ça va déterminer le panache, beaucoup de choses. On ne construit pas dans Argyropé son personnage en déterminant, eh bien, il va être fort, il va être dextre, il va être très calé en études. Non, on le définit au travers de son parcours de vie. Et donc, vous allez en fait avoir une infinité, une variation complètement
gigantesque de possibilités pour créer vos personnages. Parce qu'après, il faudra aussi choisir, bien entendu, les magies. On connaît les domaines, mais quelle magie exactement vous allez choisir, par exemple. Et l'on va finir avec toutes les relations sociales. Votre personnage joue dans une cité gigantesque, mais il a de grandes chances qu'il y ait passé toute sa vie. Donc, il a de la famille, des amis, des amours, des ennemis, des collègues de travail. On va définir tout ça, ça va former des contacts, un ensemble, une sorte de réseau de contacts et d'aides potentielles ou d'adjuvants potentiels. Et à ce moment-là, en fait, ben, lorsque vous jouerez, vous pouvez tout à fait déterminer à un moment donné, je suis dans la panade, je suis blessé dans une rue, je suis en train de perdre mon sang, mais on est à un quartier de mon cousin qui est marqué sur la feuille de personnage, je vais me réfugier chez lui. Mhm. Vous allez être inscrit dans dans le tissu culturel, dans le tissu social et populaire de la cité. Donc voilà ce que vous jouez. Le personnage, c'est n'importe quel type de métier et vous fabriquez votre personnage selon en fait la manière dont vous le tissez, un peu comme un vêtement. Les Super. personnages, merci. Oui, vas-y, vas-y. Je vais finir sur 2-3 choses puisqu'il faut savoir que Argyropé a, et je n'en ai pas encore parlé volontairement, a la volonté de remettre au premier plan quelque chose qui passait complètement sous silence maintenant dans les jeux de rôle, 99% des jeux de rôle, c'est l'acte de tuer. Quand je joue aux jeux de rôle, je rencontre des cultistes à Cthulhu, je leur décharge mon fusil à pompe. Il n'y a pas de problème. Mon personnage et moi-même, on se pose pas de questions. On était en face de la mort, on flingue le cultiste et on part ensuite, on grimpe dans un avion et on va direction le Laos pour arrêter une abomination. Mais ça là, tuer quelqu'un, bah, c'est pas rien. C'est vraiment dans l'univers propre, hein, chez nous, bah, j'irai pas tuer quelqu'un comme ça et me coucher ensuite. Certainement pas. Même pour les meilleures raisons du monde, ça me taraudera. Eh bien, dans Argyropé, vos personnages sont des humains presque lambda, ils ont plus de panache, plus d'étincelles de vie que le reste de la population, mais c'est tout. C'est-à-dire que vos points de santé sont globalement équivalents à ceux que vous pouvez trouver dans les autres membres de la population. Si vous êtes tout seul, avec votre gourdin en bois, et que vous rencontrez un garde avec une arquebuse et qui possède un gilet bien rembourré, n'allez pas l'attaquer, vous allez vous faire déglinguer. Parce qu'il a probablement au moins autant de points de santé, il est mieux équipé, vous avez très peu de chances d'y arriver. Et les combats sont très rapides, et vu que vous n'avez pas des points de santé énormes, eh bien, ils peuvent devenir très rapidement mortels. Mais vous ne mourrez pas forcément rapidement ni facilement. Car dans Argyropé, j'avais cette volonté de traduire en fait cette importance de la mort, qui est donc sabrée dans la plupart des jeux de rôle, et encore je le comprends. Je veux dire, je vais pas aller pleurer sur chaque brigand que j'ai oxy en jouant à Midnight, par exemple. C'est pas un problème, c'est normal. Mais dans Argyropé, je voulais remettre ça au goût du jour. Mhm. Et comment? Eh bien, d'une manière intradigétique. Votre personnage est soumis à un anathème. C'est-à-dire que dans la cité d'Argyropé, vous avez plusieurs malédictions. Cette mélancolie et ce qu'on appelle le châtiment vermeil. Ça fait partie des secrets de l'univers. C'est un univers qui a des secrets enfouis profondément que les joueurs peuvent essayer de découvrir ou non. Ça, c'est à eux de voir. Mais ce châtiment vermeil a la particularité de colorer les yeux, l'iris des yeux de celui qui commet un meurtre, sciemment ou non. Ainsi, quelqu'un qui va tuer plusieurs fois va voir son iris devenir de plus en plus rouge. Et ça, c'est indélébile, ça ne s'arrête jamais. Et surtout, on a, par la présente dans la cité, interdiction de se cacher les yeux. La garde a depuis longtemps récupéré tous les assassins, tous les meurtriers, et les a envoyés au château Montségo, un bagne particulier. Le meurtre dans Argyropé, le fait de tuer volontairement ou pas, et tuer quelqu'un, est remis au premier plan. Votre personnage, il va devoir décider, est-ce que j'oxy cette personne? Parce que ça va me marquer. Ça va marquer mon cœur, mais aussi mes yeux, le reflet de l'âme. Et donc, ça va aussi altérer la manière dont il va jouer. Parce que plus il tue, plus il sera en danger de se faire facilement attraper par la garde. Et là, bah, son destin va être totalement différent. Ainsi,
Le châtiment vermeil donc remet au goût du jour, remet en premier plan l'importance d'oxyre quelqu'un et on va avoir des joueurs qui vont se retrouver devant des dilemmes moraux. Oui, mais lui là, il tient en joue mon ami. Il Lui, il a les yeux rouges, donc il est foutu, mais s'il tue mon ami, je l'ai laissé la tuer, donc je dois la battre. Mais si je la bats, moi, je deviens aussi un meurtrier, j'enlève la vie à quelqu'un et mes yeux se colorent. Comment est-ce que je fais? Ou alors, prenons un autre exemple. Je pense par exemple à des scénarios d'urban fantasy, typiquement les agents d'Absalom. On arrive à la fin, l'un des grands méchants, je ne spoil absolument rien, vous inquiétez pas, mais vous arrivez devant un ou une grande méchante et bah, vous allez la flinguer, cette personne, parce que c'est le grand méchant ou la grande méchante de la cité. Oui, mais est-ce que c'est pas plus intéressant de l'arrêter, de la faire juger pour ses crimes, de trouver les preuves physiques, matérielles de ses exactions, de trouver des témoins? Parce que, au moins, vous ne vous salirez pas les yeux, vous ne vous salirez pas l'âme. Et voilà, en fait, ce qui fait l'un des autres sels, l'une des épices particulières d'Argyropé. Tuer n'est pas la solution, mais c'est une solution qui existe quand même. Bah, écoute, c'est très profond. Alors, pour les MJ qui aimeraient bien se lancer justement dans l'aventure du jeu de rôle, est-ce que tu aurais des conseils? Ben, comme tu viens de le dire, c'est vrai il y a peut-être pas mal de choses à maîtriser sur le côté, tuer ses adversaires et cetera. Donc est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles les MJ doivent faire attention s'ils veulent, se lancer là-dessus? Alors, le jeu de rôle a été pensé pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois des joueurs débutants ou des joueurs confirmés, mais des maîtres de jeu débutants comme confirmés. L'intérêt d'Argyropé, c'est de jouer des aventures urbaines. Il faut se focaliser dessus au principal, s'amuser. Et le panache est là pour mener les joueurs vers du roleplay, des actions exubérantes, avec vraiment des couleurs, de l'émotion, des choses qui se passent comme ça. Le principal pour les futurs maîtres de jeu, ça va être de créer une aventure dans laquelle tout ne se résout pas par un coup de pistolet dans la tête, tout simplement. Et toujours offrir aux joueurs plusieurs possibilités, s'ils ne les trouvent pas eux-mêmes, s'ils ne les inventent pas eux-mêmes, mais un cadre suffisamment vaste pour pouvoir accomplir l'action de différentes manières. Alors c'est pas évident, parce que effectivement, tuer son ennemi, bah, c'est le plus simple. Oui, ça va vite et on passe à l'étape suivante. Ce qui explique dans RGRP que les scénarios qu'on appelle les porte-monstres trésors, bah, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de donjon de base, et que de toute façon, les monstres sont pour la plupart humains, même si vous pouvez vous battre contre des animaux et contre quelques petites choses un peu particulières dont je tairai les spécificités pour pour garder la surprise aux joueurs. Vous allez avoir des scénarios plus ouverts, plus basés sur l'enquête, sur la réflexion, sur la débrouille personnelle. Mais encore une fois, vous pouvez tout à fait décider de vous battre, puisque le châtiment vermeil ne concerne que le sang humain. Faire couler le sang d'un chien qui a essayé de nous attaquer à la gorge et que on s'est défendu et on l'a abattu, dans ce cas-là, ça ne colore pas les yeux. Donc, pour ceux qui sont, entre guillemets, avides de bonnes grosses bagarres violentes, il y a toujours des possibilités. Ne vous inquiétez pas. Pour les maîtres de jeu, le principal, en fait, ça va être surtout de faire vivre la cité. Un jeu de rôle urbain, c'est quand même particulier, puisque vous jouez dans une cité qui est en effervescence. Il y a toujours quelque chose à faire. Vous marchez dans la rue, jour comme nuit, il y a quelqu'un, il y a des gens qui passent, il y a des activités, un commerce, la garde, des promeneurs, des commerçants, des badauds. Et vous toquez à une porte et vous ouvrez littéralement 10 possibilités de scénario dans un JDR urbain. Mais si quoi que ce soit se passe, la population autour de vous doit réagir aussi de manière organique. Vous commencez un combat au milieu de la rue, les gens vont pas s'arrêter et regarder, à moins que ce soit un combat main à main, mettons, à la limite. Mais dès qu'il y a un coup qui est tiré en l'air, les gens vont se calfeutrer, la garde va être appelée, il va y avoir une réaction logique du reste de la population.